Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission À votre santé sur TVADP. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025. Comme vous le savez, d'habitude, j'ai plutôt tendance à vouloir inviter des médecins ou des soignants, des gens qui ont des choses à dire sur le domaine de la santé à proprement parler. Là, ça ne va pas être le cas. On va parler médecine, mais on va surtout parler conseil de l'ordre et plus précisément au niveau de ce qui concerne les chambres disciplinaires ordinales. Il s'agit non pas d'un médecin, même pas d'un avocat. Il s'appelle Grégory Houillon. Il est ancien chercheur, il enseigne le droit public à l'Université de Poitiers. Il va s'entretenir aujourd'hui avec nous parce qu'il a commis un livre qui s'appelle La juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins face aux exigences d'un procès équitable imposé par l'article 6, paragraphe 1 de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais vous le citer déjà d'emblée, le temps que M. Grégory Houillon entre à l'antenne. Je vais vous citer cet article et on va l'éplucher ensemble parce que cet article, avec ce qui concerne les juridictions disciplinaires, il a des failles. Article 6, Cour européenne des droits de l'homme, droit à un procès équitable. Paragraphe 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Alors l'auteur, Grégory Houillon, bienvenue à vous. Bonjour. Grégory Houillon, bienvenue dans cette émission. C'est la première fois que vous intervenez. Je suis ravi de vous accueillir parce que ce livre on va dire que c'est au-delà des compasses, au-delà du domaine technique du droit, à relecture, il est passionnant et très intéressant notamment quand on a eu un petit peu affaire au Conseil de l'ordre, ce qui est mon cas, parce que vous avez fait un travail assez original. Vous avez analysé l'organisation et le fonctionnement de la juridiction ordinale face aux singularités du secteur médical, notamment concernant les conflits d'intérêts. Et ça vaut le coup de se pencher ensemble sur cet article parce que vous y avez détecté 5 failles. Et on va revenir sur ces failles. J'ai cité tout à l'heure, quand vous étiez hors antenne, l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme, paragraphe 1, qu'on va redire ensemble tout à l'heure. Mais il y a 5 éléments sur lesquels il va falloir revenir. C'est celui d'une part de l'accès au juge, de l'équité du procès, du délai raisonnable de jugement, on va voir ce que ça signifie, de l'indépendance de l'organe chargé de juger et de l'impartialité de l'organe chargé de juger. C'est très intéressant quand on sait que généralement, c'est le Conseil de l'ordre d'un ordre départemental ou le Conseil national qui porte plainte en chambre disciplinaire et donc c'est reporté au Conseil de l'ordre régional qui lui a une fonction disciplinaire. Donc ça reste au sein du Conseil de l'ordre, donc on peut, en tout cas de mon point de vue, se poser la question de l'impartialité. Donc on va revenir sur tous ces points. D'abord, je voudrais que vous puissiez vous présenter un petit peu plus longuement que ce que j'ai fait vous concernant. Et puis une petite chose aussi, on vous donne quel titre? Vous êtes enseignant, vous êtes professeur, chercheur? Qu'est-ce qu'on dit? On dit professeur Grégory Houillon? Éventuellement, oui, ça se dit encore. Enseignant-chercheur à l'université, oui, alors j'enseigne à l'université de Poitiers, le droit public, donc j'y fais beaucoup de droit administratif. J'enseigne aussi à Paris dans d'autres universités on enseigne un petit peu partout, mais voilà, j'enseigne le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit de la fonction publique, le droit européen, beaucoup, voilà, forcément, mais j'enseigne le droit européen de l'Union européenne. Je n'ai pas l'honneur d'enseigner les libertés fondamentales et notamment ce qu'on appelle les standards du droit européen, des droits fondamentaux du procès, et donc desquels relève l'article 6, paragraphe 1. Mais voilà, comme j'ai eu l'occasion d'étudier un petit peu la juridiction disciplinaire du Conseil de l'ordre, j'expliquerai ce détail. Eh bien, effectivement, je me suis intéressé à plaquer l'article 6, paragraphe 1, qui est un standard de base pour tout tribunal en Europe, pour la cinquantaine de pays membres de la juridiction de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et plus largement du Conseil de l'Europe. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir des choses très intéressantes, et de là est venue l'idée de ce bouquin, puisque ça commençait à faire beaucoup de choses. Alors, pour mon statut, j'ai été avocat dans les années 2000, j'avais eu mon concours en 2004. Je suis parti sur une thèse et ensuite les concours de l'enseignement supérieur.
et j'ai terminé donc à l'université. Il m'arrive de conseiller régulièrement de nombreux avocats, sans moi-même exercer. Je n'en ressens pas le besoin ni le temps. J'écris beaucoup. Voilà, j'ai publié beaucoup dans un certain nombre de secteurs comme l'aéronautique, voilà, comme le droit médical et aussi plus largement tout ce qui est droit de la vie politique, donc les questions pénales qui concernent les élus et le droit de la vie politique à travers le lobbying. Donc, quand on fait des petites recherches sur les sites des ouvrages, on retrouve mes livres très facilement, dont celui-là, voilà, que j'ai pour la première fois auto-édité, puisque j'ai un premier éditeur avec qui je discutais commençait à un peu trop vouloir imposer, on va dire, des personnes précises dans les préfaces ou dans les avant-propos, enfin, notamment pour la préface et pour une postface. Et j'avais peur que ça oriente trop le livre. Voilà, j'ai vraiment voulu, et ça je le dis d'emblée avant peut-être que vous me posiez les premières questions, euh, j'ai vraiment voulu que ce livre soit objectif. C'est-à-dire que ce soit une analyse strictement juridique, complètement dépassionnée de tout élément de fait. On a une analyse générale qui se veut véritablement objective de ce que sont les juridictions disciplinaires du Conseil de l'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de position sur leur travail de fond, sur leur jugement, ni sur le travail du Conseil de l'ordre des médecins, pour lequel je serais bien mal à l'aise de prendre une position, puisque je ne suis pas médecin et je n'appartiens pas à cet ordre. Donc je ne suis pas concerné. Voilà. Alors, ma première question, Monsieur Houillon, c'est est-ce que ce que vous avez écrit sur le Conseil de l'ordre des médecins, ou plutôt donc sur le caractère des missions juridictionnelles, est-ce que ça peut s'appliquer aux autres conseils ordinaux? Je pense aux sages-femmes, infirmiers, kinés ou même avocats. Alors oui, ça se décline. Ça se décline à l'infini en réalité. Et d'ailleurs, à la fin du livre, je propose une réforme de l'ordre, de la juridiction de l'ordre et de l'ordre, euh, à travers notamment une réforme récente, une loi de 2021, à l'époque du garde des Sceaux Dupond-Moretti, qui a réformé et placé sous le contrôle de la Cour de cassation la juridiction disciplinaire des avocats, Conseil de l'ordre des avocats. Donc oui, ça se décline d'autant qu'il fonctionne de la même façon en droit administratif. On a ce qu'on appelle un ordre, donc un ordre professionnel. Et donc, on a donc dans ces ordres des professions ordinales. Et donc, ces professions se sont déclinées à l'infini. On a commencé avec les médecins en 45, enfin en 40 en réalité. Puis en 45, j'explique dans mon ouvrage l'histoire un petit peu de l'ordre qui parfois est un petit peu, peut avoir des aspects sombres, on va dire, hein, surtout au début, mais tout le monde le sait, enfin tous les médecins le savent. Il reste que, effectivement, cet ordre des médecins a ensuite évolué et s'est décliné. On a maintenant un ordre des sages-femmes, un ordre des pharmaciens, un ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Et donc, effectivement, oui, ces ordres-là fonctionnent exactement de la même façon. Parfois, ils ont des membres communs. Et effectivement, le contentieux disciplinaire obéit aux mêmes procédures et aux mêmes règles. Voilà. Et aussi Donc un oui, ça ordre se des décline. chirurgiens Et ce qui dentistes. serait bien, ce que je dis à la fin du livre, pour conclure sur votre question, c'est qu'il serait intéressant de décliner la même réforme et de la passer, mais j'en parlerai peut-être à la fin, puisque c'est plus de l'ordre des conclusions, euh, sous le contrôle de la Cour de cassation, bien plus adapté pour un contrôle de cassation au regard de la nature des litiges qui sont soumis à ces juridictions. Alors, le paragraphe 1 dit donc que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Ça veut dire qu'il faut d'abord un accès au juge. Et vous signalez dans Exactement. votre premier passage sur l'accès au juge les difficultés. C'est qu'il y a eu un exemple en 2017, sur 7 747 plaintes et doléances, seuls 22% des courriers des patients signalant un problème avec leur médecin étaient considérés comme des plaintes. 22%, c'est très peu. Ça veut dire qu'il y a eu juste 1781 plaintes qui ont donné lieu à des conciliations. Et les autres, c'était quoi? C'était classé sans suite? C'était mis Alors, au classement vertical? il peut y avoir des retraits, il peut y avoir des gens qui retirent leur plainte, tout simplement. Parfois, vous savez, c'est simplement la recherche d'excuses d'un médecin ou un rapport qui s'est mal passé dans le fameux colloque individuel avec le médecin, qui fait que les personnes vont au Conseil de l'ordre. Je l'ai vu auprès de proches qui étaient un petit peu furieux
du rapport avec un médecin qui parfois avait été un peu dur avec une personne âgée, etc. Bon, généralement, il y a quelques excuses du médecin et après quelques excuses du médecin, la personne ne voit pas l'intérêt ou tout simplement renonce à sa plainte parce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Après, évidemment, donc ça fait beaucoup de plaintes parce que les gens aujourd'hui sont quand même très acrimonieux sur ce trait. Et puis, bon, les gens ne sont pas procéduriers, c'est quand même une procédure lourde, longue, coûteuse. Tout le monde n'a pas envie de se lancer là-dedans, ça va prendre du temps, c'est du stress. Parfois, on s'est lancé là-dedans, puis il y a un retrait de plainte, hein, tout simplement. Donc ça, et puis il y a le conseil départemental joue un rôle important puisque Donc un retrait de plainte par épuisement et parce qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. Donc oui, effectivement, c'est là qu'on voit que oui, on ne va l'accès pas aux juges, comme il n'est s'épuiser pas sur immédiat, ça. est gênant. Tout à fait. Et puis, comme je vous disais, le conseil départemental a un rôle important puisqu'il n'est pas de nature juridictionnelle, hein. C'est une structure purement administrative. Tout à Donc, fait. l'article 6.1 ne s'applique pas aux conseils départementaux. Mais les conseils départementaux ont un rôle important puisqu'ils interviennent dans la procédure par la procédure de conciliation, qui est en fait ce qu'on appelle une phase précontentieuse et que la Cour européenne des droits de l'homme, certes, ne lui applique pas l'article 6.1, mais considère qu'elle entre dans la procédure pour compter le délai excessif de jugement, enfin, pour voir si le délai de jugement est excessif. Donc, vous voyez, c'est subtil. Et effectivement, ces conseils départementaux ont le rôle de faire discuter un peu les patients et médecins, enfin en tout cas les acteurs, les protagonistes, pour un petit peu les mettre d'accord. Et généralement, quand on discute, on trouve une solution de bon sens et les choses vont mieux. Donc il n'y a généralement pas lieu d'aller au contentieux. D'ailleurs, même dans le contentieux administratif, on a un système ce qu'on appelle de recours administratif préalable obligatoire. Alors, ce n'est pas du tout la même chose, mais c'est pour montrer que les trois quarts du temps, ce qu'on essaye, c'est d'éviter le contentieux, parce que c'est une procédure longue devant des tribunaux lourdes, vraiment très normée, très rythmée, et avec des délais qui fait travailler du personnel, de greffe, etc. Et donc, à un moment, ça va embourber les tribunaux. Les tribunaux ne sont pas là pour absorber tous les problèmes de la Terre, mais uniquement les problèmes sérieux et réels. D'accord, mais dans ce cas-là, Monsieur Houillon, ça voudrait dire que c'est pas plus mal quand on n'a pas besoin d'aller jusque-là et que l'accès au juge n'est pas forcément nécessaire. Ah non, l'accès au juge, c'est quand il y a un vrai problème, grave. Et là, Mais est-ce effectivement, quand qu'effectivement, il y a on des a un problèmes recours, graves qui ne vont pas jusqu'au juge? excusez-moi, vous pourrez répéter votre Est-ce qu'il question? y a vraiment des problèmes graves qui ne vont pas jusqu'au juge? Il y en Est-ce a, que c'est oui. fréquent? Oui, il y en a. Il y en a Ah, quelques-uns. d'accord. Il y en a quelques-uns. Alors là, les affaires m'échappent, mais en matière de pédophilie, oui. Et là, on peut demander peut-être à Monsieur Pierre Barnerias. Je pense qu'il en a un petit peu parlé. Sur Ouais. ce point-là, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il m'a dit qu'il allait avoir des choses à m'expliquer. Et on se souvient Alors, tout donc, il y a simplement, comme beaucoup il était de d'affaires. l'affaire de Scornac, il y a eu Il y a des eu des blocages noms de pendant médecins plusieurs très années. connus qui sont passés, dont le Conseil de l'ordre a été très lent à réagir. Et Ouais. là-dessus, beaucoup de médecins sont très critiques sur cette question. J'ai volontairement pas creusé là-dessus, puisque ça n'était pas mon sujet, mais je le mentionne. On rappellera L'affaire que Le il y Squarnec, a par quelques exemple. mois déjà, l'affaire Le Squarnac est sortie dans les tribunaux, que le Conseil de l'ordre avait voulu se porter partie civile et que les plaignants ont refusé, hein, devant tout le contentieux que le Conseil de l'ordre, ce passif et de couverture de ce chirurgien ont entraîné. Les victimes et les familles des victimes étaient farouchement remontées contre le Conseil de l'ordre à ce niveau-là. Il y a eu une vraie inertie au début, en tout cas, oui. Oui, absolument. Une inertie coupable. Alors ça, c'est la première chose, c'est l'accès au juge. Et la deuxième, qui est citée par l'article 6 de la CEDH, c'est le fait que le procès doit être équitable. Est-ce que vous Oui. pouvez détailler un petit peu en quoi un procès au Conseil de l'ordre ne serait pas équitable? Alors, avant de détailler tous les points, est-ce qu'on peut faire une petite exégèse de l'article 6.1? Parce qu'effectivement, je Oui, pense que c'est ça que vous voulez qu'on fasse. Donc, absolument. on a deux points d'abord. Donc, toute personne, vous l'avez dit, hein, a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable et par un tribunal indépendant et impartial. Ça, c'est l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, rappelons peut-être en préambule que la Convention européenne des droits de l'homme, ça n'est pas l'Union européenne, c'est un autre système juridique. Je le fais rapidement, mais je pense que ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant.
parce que je le rappelle aussi aux étudiants qui peuvent parfois confondre, ils entendent Conseil de l'Europe, pour eux, voilà, Conseil de l'Europe, Conseil de l'Union européenne, Conseil européen, c'est la même chose, pas du tout. Il y a des institutions de l'Union européenne, des institutions du Conseil de l'Europe, et ce n'est pas la même chose. L'Union européenne, c'est un système à 27 États membres très intégré, avec des organismes intégrés comme la Commission européenne, etc., qui prennent des décisions, et donc très, très intégré. Le Conseil de l'Europe, c'est quelque chose qui a été fondé en 1948 par la Convention de Londres, et qui ensuite a décliné tout un nombre d'autres conventions, Charte des droits sociaux fondamentaux, des choses comme ça. La Convention d'Oviedo est signée dans le cadre donc, de 1995 sur la biomédecine, notamment qui Ah, prévoit très le bien, merci consentement de le libre et rappeler. éclairé du patient, donc à valeur conventionnelle, hein, c'est dans le bloc de conventionnalité. Donc dans les contentieux, c'est important, notamment dans le Conseil de l'Ordre. Ouais. Parce que dans un Convention dont on a beaucoup parlé ces dernières années avec les problèmes de crise sanitaire qu'on a traversé il y a peu de temps. voilà. Et donc, moi, je m'en suis servi pour demander la conventionnalité dans un contentieux via l'avocat par rapport au Code de la santé publique qui prévoyait une certaine vision du médecin et de son serment, sauf que la Convention d'Oviedo réinterprétait cette question. Or, on le sait, l'article 55 de la Constitution le dit, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, autorité supérieure à celle des lois, donc ils prévalent. Mais je reviens à la CEDH. Donc la CEDH est une convention du 4 novembre 1950 qui a été conclue et qui contient à peu près aujourd'hui plus d'une cinquantaine de parties, plus d'une cinquantaine d'États. On a la Géorgie, on a la Russie, on a la Turquie, vous voyez, on a l'Azerbaïdjan. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout l'Union européenne et tous ces États sont membres de la CEDH et donc acceptent les dispositions de la CEDH, donc les standards. Donc, il y a le droit de propriété, il y a le droit aux élections libres, il y a l'interdiction de la torture, il y a le droit à la vie, mais il y a aussi l'article 6 sur les standards européens de droits fondamentaux du procès. Et donc ce système CEDH prévoit un socle fondamental de droits fondamentaux de tout justiciable dans un procès de base. Et donc, En comme ils fait, le disent, il est nécessaire et important dans tout État qui se considère comme un État de droit. alors c'est une base de l'état de droit, c'est-à-dire que on considère globalement, au regard des standards fondamentaux européens, que si on ne respecte pas ces minimums-là procéduraux fondamentaux dans un procès, on n'a pas d'état de droit. Mais la Turquie le respecte, la Russie le respecte, l'Azerbaïdjan le respecte. Je veux dire, si la France est condamnée, ça fait moyen. Ça fait Ça fait moyen. tâche, oui. Ça fait vraiment très tâche. Et on l'a eu dans l'affaire Selmouni contre France à l'époque, quand j'étais jeune étudiant en 1997. L'affaire Selmouni, la France s'était faite condamner pour ses gardes à vue. Donc, parce qu'à l'époque, on secouait un petit peu trop les gens en garde à vue. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un petit point qu'il faut mentionner aussi, c'est lorsque vous êtes devant le Conseil de l'Ordre dans vos procédures, il faut impérativement le mentionner et l'invoquer. Et surtout, le développer un petit peu, expliquer en quoi ça porte atteinte, enfin votre procédure ou le tribunal devant lequel vous êtes porte atteinte à l'article 6.1, donc le Conseil de l'Ordre en l'espèce. Parce que si vous ne l'expliquez pas ou que vous ne le citez pas ou que votre avocat l'oublie, vous ne pourrez pas aller devant la CEDH ensuite. Pourquoi? Parce qu'à l'issue de votre recours, donc vous allez être devant les tribunaux de première instance, ensuite vous allez passer devant la Chambre nationale, et ensuite vous allez devant le Conseil d'État pour un recours en cassation, donc avec un avocat spécifique au Conseil. C'est déjà très compliqué. De là, si vous êtes vraiment débouté en cassation, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'erreur de droit, en tout cas le Conseil d'État ne l'admet pas, eh bien là, vous allez vous voir devant la CEDH. Donc vous allez aller devant la CEDH, mais vous avez 3 mois. C'est très rapide, 3 mois. C'est extrêmement rapide. Donc, en 3 mois, on n'a parfois pas le temps de réfléchir. Le contentieux peut nous échapper, l'avocat peut laisser filer. Et là, on ne peut plus y aller. Donc, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut avoir épuisé les voies de recours internes. Donc, il faut avoir vraiment tout essayé en interne de ce qui se faisait en France. Donc, par exemple, il faut avoir effectivement été au moins jusqu'en cassation et avoir été débouté en cassation, qu'il n'y ait pas de moyen de droit. Et ensuite, effectivement, là, vous allez passer devant la Commission des droits de l'homme, la Commission européenne des droits de l'homme, qui, elle, va filtrer votre dossier au regard de la recevabilité par rapport aux critères des articles que vous invoquez, notamment l'article 6, paragraphe 1. Et si cet article a été invoqué en cassation notamment et dans les premières instances, devant les juges du fond, donc,
eh bien, naturellement, votre demande a des chances qu'il y soit fait droit. Voilà. Donc, s'il est invoqué en chambre disciplinaire ou en appel après la condamnation par la chambre disciplinaire, c'est dans le dossier, c'est valable. Voilà, en tout cas, ça a été invoqué, mais vous ne pouvez pas arriver avec un moyen nouveau en disant je vais devant la CEDH, mais je ne l'ai jamais invoqué avant. Parce que du coup, la CEDH estime que c'est un peu abusif dans le sens où fallait vous réveiller avant, il fallait l'invoquer, c'est un vrai argument. Votre avocat, c'est son travail, il faut qu'il y pense, quoi. Donc voilà l'idée. Alors maintenant, si on peut. Ah oui, alors je voulais dire aussi un point, parce que là on est dans la procédure, c'est que ce livre a aussi été écrit pour donner un petit peu un coup de main et un éclairage à tout avocat qui accompagnera un médecin ou à tout médecin qui va prendre un avocat et qui cherche un peu un guide sur cette question-là pour aller devant l'ordre des médecins. Parce qu'à un moment donné, il y a tellement de failles au regard de l'article 6, paragraphe 1 de la CEDH dans cette juridiction, que tôt ou tard, il va se passer quelque chose, cette juridiction va être réformée, une loi interviendra où la France sera condamnée et le législateur sera amené et forcé à intervenir à l'issue d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ce qui est intéressant, je suis désolé, c'est un peu fouillis, mais je reviens. Le système CEDH a été fondé en 1950. Il contient des standards fondamentaux pour le procès dans son article 6, paragraphe 1. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système est quand même intégré parce qu'il crée une cour, ce qui n'est pas toujours le cas, une cour spécifique pour juger de ces questions. Mais le premier juge qui doit l'appliquer, c'est le juge interne. Donc, en l'espèce, quand on est en contentieux devant l'ordre des médecins, il faut invoquer devant l'ordre des médecins une atteinte ou une violation de l'article 6, paragraphe 1. Donc, il faut bien le connaître. Et rassurez-vous, les avocats le connaissent très bien, puisqu'il est dans la formation des avocats depuis maintenant presque une vingtaine d'années. C'est la base de la formation des avocats en liberté fondamentale pour leur grand oral. J'ai Mais ils moi-même. le connaissent, mais ils sont quand même peu nombreux à l'invoquer, justement. C'est ça qui est problématique. Alors, il faut aussi comment dire, le rôle de l'avocat, c'est aussi un bon rapport avec son client. Donc, c'est aussi au client de le suggérer à l'avocat, d'y penser. Mais effectivement, si l'avocat n'y pense pas, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que devant l'ordre des médecins, il y a vraiment à faire. Et alors maintenant, avec ce bouquin-là, chaque médecin peut aller voir son avocat et lui dire écoutez, j'ai quelque chose d'intéressant, est-ce qu'on pourrait aller dans ce sens-là? Comme vous l'avez lu, vous voyez que l'ouvrage est nourri énormément de jurisprudence, donc en fait, tout est défriché. Hein. C'est un jardin à la française, il y a juste à prendre où on veut, c'est-à-dire, il y a un problème d'impartialité, il y a un problème d'indépendance, il y a un problème d'équité, il y a un problème de délai raisonnable, il y a un problème d'accès au juge, donc, ou d'accessibilité à la juridiction. Et tout ça fait que voilà, l'avocat va naturellement pouvoir plaider des choses. Alors après, il n'y a pas que ça. On peut utiliser l'article 10 sur la liberté d'expression du médecin, ou sur le consentement du patient, etc. Il y a d'autres articles qui peuvent s'utiliser, d'autres stipulations. Mais restons sur l'article 6.1. Et comme Mais vous m'avez l'article posé la 10 sera question. intéressant également, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ont été condamnés par le Conseil de l'ordre pour avoir fait des prescriptions qui Voilà, ressortaient on va dire des canons de la voilà. bien-pensance. Et moi, il m'est arrivé d'invoquer la liberté de conscience et l'article 10, notamment au regard de la nature démocratique du régime. Donc, c'est parce qu'il faut lire l'article 10, mais ça, on pourra peut-être en parler ultérieurement, parce que c'est un sujet que je n'ai pas forcément bien préparé. Et l'article 10, c'est très, très abondant au niveau de la CEDH. Hein, c'est les arrêts Voilà. Decide contre le Ça Royaume-Uni. mériterait un autre ouvrage. Ça pourrait, oui, on pourrait faire un deuxième bouquin rien que là-dessus. C'est vraiment une On fera jurisprudence. probablement une émission, c'est intéressant. Ah, la jurisprudence est torrentielle là-dessus. Mm. Donc, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Et donc, ce qu'il faut juger au début, enfin, ce qu'il faut se dire au début, c'est qui jugera sur ses droits et obligations, enfin, comment dire, sur ses droits et obligations en matière civile, ou sur les contestations de droits et obligations en matière civile, ou sur une accusation en matière pénale. Or, là, on est en droit disciplinaire, et donc on est en droit administratif. On n'est pas en droit civil et on n'est pas en droit pénal. Donc, a priori, au départ, on s'est toujours dit, on n'applique pas la CEDH. On n'est pas sur du contentieux lourd, afflictif, infamant, type droit pénal. Et puis, la jurisprudence a décidé que si. La CEDH, d'abord, dans ses premiers arrêts dans les années 80, a notamment décidé que, effectivement, le droit administratif, dès lors qu'il condamnait de façon disciplinaire, ressemblait à du droit pénal,
c'était un peu le même principe. Et donc, comme ça ressemble à du droit pénal, eh bien, on va considérer, au sens du droit européen, que c'est du droit pénal. Donc, à partir de C'est là, logique. un certain nombre d'arrêts, comme les arrêts Maubleu, Subrini, puis ensuite, vraiment des arrêts de 2000 de la Cour de cassation comme du Conseil d'État, l'arrêt Didier, l'arrêt Houry notamment, ont finalement dit que voilà, dès lors qu'il y a une sanction, quelle qu'elle soit, de nature administrative, qu'elle n'est pas pénale, c'est-à-dire qu'elle ne relève pas du droit pénal, qu'elle ne relève pas des juridictions répressives, mais du droit administratif, eh bien en fait, ça ressemble à du droit pénal parce que c'est pareil, c'est la même façon de fonctionner dans l'esprit. Hein. On est dans une sanction infamante, une condamnation. Et donc, il faut les mêmes standards fondamentaux. Donc, on a une vision très large de la chose et on a étendu l'article 6.1 au disciplinaire, voilà, avec les arrêts dont je vous ai parlé. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut dépioter un petit peu cet article qui contient, qui est très riche, très, très riche. Hein. Chaque mot compte. Donc, on a un petit peu parlé de l'accès au juge, puisque toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Donc, c'est l'idée d'accéder au juge, de pouvoir aller au contentieux, finalement, être admis au contentieux. Donc ça, en France, on n'a pas trop de problèmes là-dessus. On reste quand même, on a des standards minimum d'état de droit qui font que toute personne peut aller au contentieux. Et la seule chose qui va bloquer, c'est soit l'aide juridictionnelle, soit la possibilité de payer son avocat, enfin ce genre de choses. Après, et puis il y a des possibilités aussi d'aller au pénal en déposant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Et ça, je recommande vraiment de le faire, puisqu'il y a une obligation dans l'article 175 du Code de procédure pénale d'instruire, ce qui pour le coup est très important. Parce que parfois, votre plainte peut être classée verticalement, comme vous dites, sans suite par le procureur, quand vous allez dans le système normal police-gendarmerie, ou en écrivant directement au procureur de la République. En revanche, lorsque vous allez devant le doyen des juges d'instruction, vous allez forcer votre plainte. Et le doyen des juges d'instruction va être obligé de désigner un juge d'instruction et de désigner un procureur pour prendre des réquisitions et donc d'instruire. En tout cas, de mener des mesures d'instruction, et donc qui sont des mesures d'enquête, d'information judiciaire. Voilà, c'était un paragraphe, mais je pense que les médecins ou les auditeurs qui nous entendent, ça peut les intéresser. Oui, Donc tout à fait. maintenant, sur cet article, on en était à ce que cette cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Donc on a 5 points qui sont importants. L'accès au juge, l'équité du procès, ça doit être un procès équitable. Donc vous m'avez posé la question, je vais en parler. Ensuite, une procédure publique. Alors ça, je ne l'ai pas abordé parce que je trouve que ce problème ne s'est pas posé. Globalement, la publicité des procédures est assez bien respectée en France en ce qui concerne l'ordre des médecins. Publicité des procédures. Délai raisonnable, effectivement. Là, on va en parler aussi. Parfois, le délai peut être long. Je donnerai deux cas peut-être précis deux affaires importantes qui sont passées devant la CEDH qui ont mis un temps phénoménal, à peu près 5 ans pour être résolues. Et donc, ça s'apprécie par rapport à la nature de l'affaire et notamment à la complexité du contentieux. Sauf que quand c'est un contentieux simple, comme devant le Conseil de l'ordre, parfois, il n'y a pas lieu de délai aussi élevé. Et je me suis servi du rapport de la Cour des comptes pour un petit peu donner des exemples de contentieux et même du rapport du Conseil de l'ordre, de la juridiction, du Conseil de l'ordre des médecins, qui donne précisément, je recommande de les lire, qui donne précisément tous les délais moyens de tous les types de contentieux, parce qu'il y a plusieurs types de contentieux, médecins-patients, mais il y a aussi des plaintes pour d'autres choses, voilà, des litiges entre médecins, parfois aussi avec les hôpitaux. Donc il y a des délais, et ces délais, je les ai analysés, et effectivement, même la Cour des comptes trouve que ces délais sont largement trop longs. Voilà, 14 mois sur des contentieux, pour les contentieux les plus simples, c'est des délais très longs. Voilà, un patient n'a pas le temps pour un temps judiciaire aussi long. Alors voilà. Ensuite, il y a l'indépendance du tribunal, et là, il y a un gros morceau dans le bouquin, puisqu'il y a une vraie analyse, parce qu'il y a une jurisprudence elle-même torrentielle aussi dans le bouquin sur cette question, et l'impartialité du juge. Voilà, donc ça fait pas mal de points. Délai raisonnable, équité du procès, procédure publique, accès au juge, indépendance du tribunal et impartialité du tribunal. Sachant que cette impartialité se décline, elle est à la fois vue objectivement et subjectivement. Notamment, on en parlera, c'est la question des conflits d'intérêts, puisque là aussi, les conflits d'intérêts sont légion au sein des membres élus
du Conseil de l'ordre, mais aussi de la juridiction disciplinaire. C'est là que l'impartialité est battue en brèche. Si on a affaire à des médecins qui sont dans le jury et qui sont bardés de conflits d'intérêts et que le procès justement concerne d'éventuels liens pharmaceutiques, c'est là que ça pose Exactement. problème. Exactement. Bah, par exemple, sur un de mes contentieux, à un moment, je voyais qu'un des membres avait fait un colloque pour 600 € avec Pfizer et avait aussi un autre conflit d'intérêts déclaré pour 400 € de matériel avec Pfizer BioNTech. Moi, s'il me juge, sachant que ce n'était pas le seul, il y en avait deux, moi, s'il me juge, il est dans le jury, moi, j'aimerais bien le récuser parce que je pense qu'il n'est pas impartial. Il y a impartialité subjective, le conflit d'intérêts est gros, clignote, Alors et tout ça, dépend du motif de jugement là. voilà, là, pour le coup, il y a, et on peut l'attaquer en impartialité aussi en droit interne, hein. C'est quelque chose qui s'attaque en droit administratif devant le tribunal administratif. Simplement, les parties n'y pensent jamais, etc. Mais moi, j'ai fait un graphique qui est page que vous Mais avez pu. ça suppose de fouiller dans le passé ou le passif de tous les médecins du jury avant d'accéder à Oui, l'audience. mais c'est très rapide. Il suffit de taper le nom de ce médecin dans transparence-santé.gouv.fr. Et ça, c'est magnifique. Moi, j'ai travaillé avec transparence-santé.gouv.fr, qui est le site du gouvernement. Alors avant, il y avait Eurofordox. Ce site a plus ou moins disparu. Je n'ai pas retrouvé de Oui, traces. Mais c'était très pratique. Je crois que même Didier Raoult l'avait subodoré. ouais, plusieurs fois cité, oui. On retrouve pas mal de conflits d'intérêts des professionnels de la médecine dans ce. Mais bon, le gouvernement, depuis une loi récente, a mis en place transparence-santé.gouv.fr. Et moi, j'ai travaillé avec. Et donc, j'en ai fait des graphiques. Et ces graphiques apparaissent dans les pages 60, je crois, et quelques. Je vais les retrouver parce qu'on peut les commenter, ils sont intéressants. Donc, on a fait tourner un petit. Alors, j'aurais pu faire tourner une IA pour avoir des graphiques encore plus précis, mais je ne suis pas encore suffisamment bon là-dedans et ça aurait allongé encore plus le livre. Mais en gros, on a fait une analyse globale des conflits d'intérêts de tous les membres assesseurs qui sont au conseil disciplinaire national de l'ordre, à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Et donc, on n'en a que 26% qui n'ont aucun conflit d'intérêts. C'est intéressant. Sur les conflits d'intérêts en termes d'avantages, on en a 22%. Alors, ce sont des conflits ou des liens d'intérêt. On peut peut-être plutôt parler de liens d'intérêt parce qu'il n'y a pas forcément de conflit par rapport à Ben, dès lors que vous avez un lien l'affaire avec un jugée. organe et que vous avez travaillé avec une entreprise, dès lors que vous jugez et qu'un médicament de cette entreprise est au centre du contentieux, vous êtes parti pris. Le conflit d'intérêt est là. Là, c'est un conflit d'intérêt. On est C'est la d'accord. définition de l'OCDE d'un conflit d'intérêt. C'est-à-dire que vous Ouais. êtes en conflit entre votre fonction publique, qui est de rendre un jugement, de trancher un litige sur la base du droit avec autorité de chose jugée, et vos fonctions ou vos liens avec des parties. Vous avez un lien avec quelqu'un qui est potentiellement partie au procès, même s'il l'est indirectement. Puisque des fois, c'est prescrire un médicament et pas un autre. Et dans ces Je vais prendre cas-là, un exemple très concret pour qu'on sache. Si jamais, lors d'un de mes procès, il y avait eu un médecin qui était bardé de conflit d'intérêt avec Pfizer, mais qui me jugeait parce que j'avais fait des vidéos sur le port du masque, je ne pouvais pas le récuser. Il y avait un lien d'intérêt, mais il n'y avait pas de conflit avec l'affaire en cours. alors il y a un lien très très indirect, mais effectivement, il est trop ténu pour, parce qu'après, c'est une question d'appréciation du lien d'intérêt. Par contre, si ça avait été une question de publicité du vaccin ou de choses comme ça, là, on était en plein dedans. Il faut que le conflit d'intérêt soit direct, actuel et certain. Enfin, Oui, il soit d'accord. établi. Et ça, j'en parle dans le livre, hein. Je donne les conditions précises pour invoquer le conflit d'intérêt devant la juridiction, parce qu'effectivement, dans ces cas-là, l'ordre des médecins va un petit peu enlever son assesseur de l'audience et va le remplacer par quelqu'un qui n'en a pas. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est que chaque partie, les avocats, ils se réflexent d'aller voir dans transparence.gouv.fr et regardent un petit peu quel est le passif des membres qui vont le juger, sachant qu'il va les connaître, ils vont lui être mentionnés dans l'acte d'accusation. Et donc, à partir de là, il va regarder. Et alors, ça demande un peu de temps quand même parce que certains en ont beaucoup. Il y en a certains qui n'en ont pas du tout, ce sera très bien. Mais voilà, il y en a 22%, 26% qui n'en ont pas du tout. Mais il y en a plus de 80%, enfin, il y en a presque 80%, 75% qui en ont. Ce qui est incroyable, 75% des juges qui composent la Cour ne sont potentiellement pas aptes à juger. Donc des conflits d'intérêts avantages, des conflits d'intérêts parce qu'ils ont conclu des conventions et qu'ils travaillent avec ces organismes, ou des conflits d'intérêts parce qu'ils ont été rémunérés par ces organismes. Mais quoi qu'il en soit,
Dès lors que vous avez un lien d'intérêt, vous êtes en conflit, puisque moi, il m'est très difficile de ne plus être parti pris dès lors que j'ai travaillé avec un organisme, que je trouve qu'il est très bien, cet organisme, et que cet organisme est un peu l'enjeu du procès, dans lequel je suis amené à être assesseur et à prendre une décision, à trancher, et donc à jouer sur la vie de gens, en tout cas sur la vie professionnelle de gens, qui peut-être, pendant un certain nombre d'années, ne pratiqueront plus la médecine parce que je l'ai décidé. C'est un peu un droit de vie et de mort, entre guillemets, professionnel. Donc c'est grave. Ça pose un autre problème aussi, ça. Ça pose un autre problème, c'est le problème d'une juridiction qui est aujourd'hui un peu défaillante, dans le sens où c'est des médecins qui jugent des médecins. Donc là aussi, des médecins qui peuvent être largement en concurrence avec des collègues, ou avoir un collègue gênant. Ça, c'est très, très ennuyeux. Et ça s'est déjà vu, on pensera à l'affaire du regretté docteur Stéphane Gaillet dans le Grand Est. Voilà, on peut en citer récemment. Moi, j'ai vu même l'affaire DNA contre France. On était typiquement là-dedans. C'était un contentieux sur le fait d'apposer un autocollant euh, euh, médecin, enfin sur les SOS médecins, sur les Renault 5 SOS médecins. Donc tout est parti de là. Oui, mais tu n'as pas le droit, etc. Il y en a eu pour plus de 10 ans de procédure. C'est un truc de malade. Donc, je l'ai analysé dans le bouquin sur le délai raisonnable, hein, parce que j'ai repris. Il y a deux grandes affaires. C'est l'affaire Gubler, qui a remis en cause l'ordre des médecins devant la CEDH, même si la CEDH, les choses n'ayant pas été invoquées sur ce point-là, la CEDH n'a pas eu l'occasion de statuer. Et l'affaire Diennet, voilà, qui sont d'anciennes affaires. Mais après, il y a d'autres affaires qui concernent l'ordre des médecins allemands ou l'ordre des médecins belges, qui sont très similaires, mais il y a quand même des petites différences de fonctionnement et d'organisation qui font que on peut ne pas forcément, voilà. Donc, comme je vous disais, effectivement, il y a pas mal de conflits d'intérêts, des conflits subjectifs et des conflits objectifs. Et pour ça, ça remet en cause, enfin, c'est le gros point du livre, hein, ça remet sérieusement en cause le fonctionnement de l'ordre des médecins. Et donc, comme je vous disais, il y a des médecins qui jugent des médecins, sauf que c'est un contentieux qui est quand même très juridique. C'est un contentieux, n'oublions pas, c'est pas un contentieux tant médical que disciplinaire. Et donc, où il faut appliquer des procédures, où il faut appliquer des règles de droit, où il faut appliquer un code de la santé publique, où il faut appliquer plein de règles juridiques périphériques que ces médecins, dans lesquelles ces médecins ne sont pas versés. Et ça aussi, c'est gênant. Alors, il y a un membre de la juridiction administrative qui préside donc les conseils les tribunaux de première instance, ensuite le Conseil national, et ensuite, la juridiction nationale, et ensuite, le Conseil d'État, ce sont des juristes de métier, des juristes professionnels. Mais dans les deux premiers ordres de juridiction, on a essentiellement 8 médecins et un membre de la juridiction administrative. C'est quand même pas suffisant. On est bien d'accord que là, il faudrait renforcer ça, il faudrait renforcer ce qu'on appelle l'échevinage et en mettre. Alors, il est nécessaire d'avoir des médecins parce que c'est un contentieux qui reste technique et médical, mais c'est aussi un contentieux qui est infiniment juridique et où il faut des professionnels du droit. Donc, je pense que ce sont plus des médecins qui n'ont aucune formation de droit de la santé. Ils n'ont pas de formation. Alors, je pense qu'en interne, il y a quelques séminaires, on les forme rapidement sur les procédures, etc. Mais effectivement, sur le droit médical et le droit disciplinaire, c'est évident qu'il n'y a pas de formation. Après, on ne peut pas tout savoir non plus. Le droit, ça devient à un moment un métier. Oui. Tout comme être médecin. C'est-à-dire que, imaginez maintenant si les médecins, comment dire, si c'est très difficile. Le médical et le juridique obéissent à deux méthodes fondamentalement différentes. L'une est très dogmatique, puisque Kelsen expliquait, il y a le fait et le droit. Les médecins, c'est un art, donc ils pratiquent le fait, c'est factuel, matériel, factuel. On manipule des éléments, etc. On soigne des gens, on sauve des vies. Que le juridique, on est dans de la réflexion beaucoup plus dogmatique. On est dans ce qui doit être. On analyse des textes qui disent ce qu'il doit être. Donc à partir de là, on fait du droit. Les médecins font du fait. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est deux méthodes distinctes, deux façons de penser, deux schémas mentaux fondamentalement différents. Et donc, il est important de mêler des juristes. On ne peut pas faire juger des médecins que par des médecins sur des questions de droit. Le droit reste un métier, surtout la magistrature. Effectivement, il y a un risque de défaut d'indépendance et défaut d'impartialité, comme vous l'avez signalé. Et je ne le mentionnais pas, je me permets d'ajouter, mais en réalité, est en jeu dans cet ouvrage uniquement la juridiction. Rappelons quand même que, effectivement, j'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure, donc je reprends cette explication pour être clair pour tout le monde, rapide, mais c'est qu'on a le Conseil de l'ordre des médecins.
et donc l'ordre des médecins. L'ordre des médecins, c'est une structure purement administrative qui a vocation à inscrire les médecins au tableau de l'ordre et à assurer globalement l'organisation et le fonctionnement de cette profession, de cette corporation. Mais elle est aussi là pour assurer la discipline de la profession. Donc elle se scinde en deux à ce moment-là. Il y a l'ordre des médecins en tant qu'ordre professionnel, tel qu'il est, c'est l'ordre professionnel, donc on fait référence à la avec ses jurisprudence de tâches 1923. administratives. Voilà, dans les grands arrêts de la jurisprudence administrative, on a l'arrêt Montpeur, notamment, enfin, on a l'arrêt Bougain, je confonds toujours, on a l'arrêt Bougain dans les grands arrêts de la jurisprudence administrative en 1943, docteur Bougain sur un dentiste. Et effectivement, c'est quelque chose qui relève de la juridiction administrative, mais qui est une institution purement administrative, un ordre professionnel pour une profession dite ordinale. Et à l'intérieur de cet ordre, on a un juge. C'est-à-dire que cet ordre est un instrument administratif qui a une mission qui se voit confiée par l'État, une mission de service public qui est d'assurer l'organisation et le fonctionnement de la profession. Mais à côté, dans le cadre de cette mission, elle a aussi une mission juridictionnelle, donc c'est un juge. Et là, on distingue vraiment les deux, l'ordre professionnel et à l'intérieur de cet ordre professionnel, le juge. Et là, depuis l'arrêt Moineau dans les années 50, le Conseil d'État nous dit que c'est une juridiction administrative spéciale. C'est donc une juridiction administrative, c'est un juge. Ces médecins ne sont plus des médecins, ils deviennent des magistrats, ils jugent. Donc c'est une décision juridictionnelle dans laquelle on ne fera plus un recours administratif ou un recours contentieux, mais on va faire un appel ou un recours en cassation. On a des voies de contestation juridictionnelle et contentieuse qui arrivent. Ça n'est plus du tout la même chose, c'est plus la même procédure. Donc on est devant un juge, et dès lors qu'on est devant un juge, et que ce juge est un juge qui sanctionne sur une matière qui ressemble à celle de la matière pénale, on applique l'article 6, paragraphe 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les arrêts Maubleu, Subrigny, etc. Voilà. Houry et l'autre m'échappe, Didier, voilà, dans les années 2000. Et c'est le Conseil d'État qui l'a jugé. Hein. L'arrêt Didier, c'est un arrêt du Conseil d'État. Voilà. Alors, on va peut-être expliquer l'équité, peut-être histoire que je réponde à la question. Oui, j'allais vous proposer. Alors, rapidement sur l'équité, globalement, l'équité, j'y viens parce que j'ai fait un plan dans l'ouvrage, l'équité du jugement. Laissez-moi 2 minutes que je cherche un petit peu tout ça. Voilà, applicabilité à la juridiction ordinale, les griefs. Donc voilà, donc j'ai fait petit 1 l'accès au juge, 2 l'équité du procès. Alors effectivement, l'équité du procès, c'est un rapport entre 2 articles de la CEDH. Il y a l'article 6, paragraphe 1 qui dit que le procès doit être équitable, mais il y a l'article 13 qui dit aussi qu'il y a l'égalité des armes. C'est-à-dire que les parties doivent être à égalité devant un juge. Il ne doit pas y avoir de disharmonie ou d'une personne qui est davantage privilégiée par le juge. Mais donc, c'est ça l'équité du procès. L'équité du procès, au sens de l'article 6, paragraphe 1, et donc de la... alors, c'est un certain nombre d'arrêts très connus de la Cour dont l'arrêt Cress, par exemple, ou l'arrêt Regner contre République tchèque. On a aussi les raffineries grecques en 1994. Enfin voilà, le premier arrêt, c'est l'arrêt Dombobert contre Pays-Bas, qui définit en fait l'équité comme la reconnaissance à toute partie d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Donc en gros, c'est un équilibre des parties où on n'empêche pas une partie de présenter sa cause, de se défendre, et on ne la bloque pas dans la procédure par rapport à l'autre partie. C'est peut-être quand même l'impression que peut avoir le plaignant quand il doit se porter plainte contre un médecin et qu'il sait qu'il va être face à des médecins de conseil de l'ordre. Face à des médecins qui peuvent être amenés à soutenir leurs collègues, s'ils l'apprécient, voilà, s'ils le connaissent, ou si le collègue est connu, parce qu'il y a parfois des collègues très connus qui sont devant le conseil de l'ordre. Connus ou influents. Voilà, on en a connu quelques-uns. Si ces collègues sont des médecins de plateau très connus, très médiatisés, et qu'ils ont fait un très bon travail quand il s'agissait de présenter un peu un certain nombre de médicaments, etc., puisqu'on ne connaît pas leurs conflits d'intérêts, ils ne les déclarent pas sur CNews ni sur BFM TV. Il faut aller voir Transparence Santé, et là, on voit 1000 occurrences qui se déclinent. On se dit, ah oui, quand même. Donc là, effectivement, on peut se dire que les médecins peuvent avoir une sympathie, une inclination vers leurs collègues, en pensant que peut-être ils ne connaissent pas, mais peut-être ils estiment aussi, en leur âme et conscience, que ce collègue fait un très bon travail et va dans le bon sens. Donc évidemment, quand on est face à ce collègue, on peut avoir une situation... Alors,
moi, ce que j'ai vu globalement, pas pour développer parce que ça devient technique, hein, cette histoire d'équité, mais en gros, il y a deux choses qui se sont posées au niveau de l'équité du procès. C'est d'abord le fait que le rapporteur soit présent au délibéré de la chambre disciplinaire. La CEDH nous a moult fois condamnés sur la question de la présence du rapporteur. C'est-à-dire que le rapporteur fait un rapport et maîtrise toute l'affaire. À partir du moment où il maîtrise toute l'affaire, s'il se pointe au délibéré et qu'il est présent, il y a un déséquilibre net parce que lui a déjà préjugé de l'affaire, il la connaît et donc il va la présenter à ses collègues d'une certaine façon. Il faut que ses collègues puissent être impartials, donc ça prépare la partialité. Il faut que ses collègues puissent se décider sans l'influence du rapporteur qui, lui, la connaît beaucoup trop, cette affaire. Ce qui veut dire que le rapporteur qui fait partie du jury, celui Oui, qui redit l'ensemble des plaintes, de la plainte déposée, ne dès que la devrait plainte est pas déposée, siéger à la délibération. voilà, dès que la plainte est déposée, le président de la juridiction va désigner un rapporteur. Ce rapporteur, qu'est-ce qu'il fait? Le Code de la santé publique, avec la procédure, nous l'explique. Il va essayer de rassembler un peu les éléments du dossier, entendre les parties, entendre les protagonistes, un petit peu instruire, prendre des petites mesures d'instruction, globalement, et établir un dossier pour savoir un peu, enfin, rechercher la vérité, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il mène des mesures d'instruction et il mène des. Voilà. Et donc, à partir de là, eh bien, euh, attendez une minute. À partir de là, ce qui va se passer, c'est que excusez-moi, j'ai mon fils derrière la porte et donc ça me déconcentre totalement. Dès qu'il y a un enfant, je n'ai plus aucune La vie, concentration. la vraie. La vraie vie, voilà. Et donc, oui, alors, donc le rapporteur étant présent au procès, à partir de là, il influence naturellement le délibéré et la France a été condamnée dans de multiples arrêts que je cite sur les pages 32, 33, etc. Voilà. Donc là-dessus, il y en a plein. Il y a des arrêts très connus comme Lobo Macado contre Portugal en 96 ou l'arrêt Cress, qui a été un arrêt très, très, très important pour la France, puisque la France a pris énormément de réformes. Alors après, il y a Fabre contre France, Étienne contre France, Association Avenir d'Allée contre France en 2009. Il y en a beaucoup, hein, Flamand contre France, Marc-Antoine contre France en 2013. Et tous ces arrêts, je les détaille bien dans le livre, vous l'avez lu, donc vous l'avez vu. Et très honnêtement, la France a été suffisamment condamnée pour ne pas que l'ordre des médecins se réforme sur cette question. Une condamnation, ce serait une condamnation de plus, une condamnation de trop, une condamnation inutile au plan politique. Donc là-dessus, il est important que, la juridiction se réforme. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il touche aussi le rapporteur, c'est la transmission du rapport du rapporteur aux parties avant l'audience de la chambre disciplinaire. Et là, vous allez rire, mais certains, au terme de mes investigations factuelles, j'ai constaté sur certains sites internet de conseils de l'ordre, de conseils interrégionaux ou régionaux, parce que j'ai regardé au niveau régional, interrégional et ensuite à la Chambre nationale. Certains rapports de rapport sont transmis aux parties, mais d'autres ne le sont pas. Donc là aussi, on a un gros problème d'équité. En gros, l'équité, c'est tout simplement une question d'égalité des parties, d'égalité des armes des parties. Donc voilà un petit peu pour la question de l'équité. Alors après, on peut décliner un peu, bon, même si le temps avance, mais on peut décliner un peu sur les plus importants. Donc il y a le délai raisonnable peut-être. Oui, on a brièvement évoqué en disant que généralement c'était 14 mois et que ça faisait très très long. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais alors globalement, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'il y a des délais imposés par la procédure devant le Conseil de l'ordre, enfin devant la juridiction de l'ordre des médecins. Donc il y a un mois d'abord pour organiser une conciliation quand on est devant le Conseil départemental, sachant que le rôle Oui. du Conseil départemental n'est pas anodin. Ensuite, il y a 3 mois pour transmettre la plainte à la chambre disciplinaire régionale de première instance, en cas d'échec de la conciliation précontentieuse, c'est-à-dire devant le conseil départemental. Ensuite, il y a 6 mois pour statuer. Ce délai n'est globalement jamais respecté, mais la chambre disciplinaire régionale a 6 mois pour statuer. Et donc, ces délais ne sont pas toujours tenus. Et d'ailleurs, C'est-à-dire que si le délai n'est pas tenu, on peut faire casser une décision? alors non, 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 puisque ces décisions vont devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas d'erreur de droit. En revanche, si un avocat est malin et qu'il invoque en disant mon contentieux est très simple, c'était une histoire de prescription de médicaments, j'ai juste dit que je ne voulais pas le faire, mais en même temps, j'ai aussi le droit de réfléchir avant de prescrire, je ne suis pas forcément le perroquet du ministre de la Santé. Et à partir de là,
S'il invoque la CEDH et qu'il l'invoque en le démontrant bien, parce qu'il faut vraiment bien le démontrer, il faut le développer, il faut développer les arguments, hein. Il faut argumenter un peu parce que c'est un travail de conviction du tribunal. Eh bien, le tribunal, enfin, en tout cas, l'ordre des médecins pourrait l'entendre, parce que l'ordre des médecins doit appliquer l'article 6, paragraphe 1. C'est un juge, c'est une juridiction administrative spéciale. Donc, effectivement, on peut invoquer l'atteinte au délai raisonnable au sens de l'article 6.1. Ensuite, une fois qu'on aura fini et qu'on sera allé en cassation, si ces délais ne sont pas entendus par la France, puisque les trois quarts des contentieux prennent 14 mois, c'est plus du double. Vous imaginez que n'importe quel contentieux prend automatiquement plus du double que ce que les délais légaux, c'est-à-dire les délais de l'article L 4121-3-2 alinéa 2 du Code de la santé publique, ainsi que l'article L 4124-1 et R 4126-10 du Code de la santé publique, prescrivent. Donc, rien n'est respecté. C'est quand même le comble, un état de droit qui ne respecte pas les lois qu'il s'impose lui-même. Donc ça, c'est un premier constat, mais vous voyez que tout est déréglé dans cette histoire, au fond. Si on regarde un petit peu, rien n'est respecté. Et quand vous creuserez avec le bouquin, vous verrez qu'en fait, tout ça est assez hallucinant et même un peu inquiétant. Donc, il y a matière à contentieux, il y a matière à faire annuler les choses. Simplement, messieurs les avocats, emparez-vous de cet article 6.1 et allez au fond, c'est-à-dire ne vous contentez pas de dire c'est contraire à l'article 6.1, allez chercher la jurisprudence, analysez la jurisprudence, utilisez la jurisprudence, et maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous avez un bouquin qui vous la détaille bien. Alors, le Sachant que message, j'espère, passé et reçu non seulement pour les avocats, mais aussi pour les médecins et pour tous pour les soignants les qui ont à médecins, faire leur transmettez à votre juridiction avocat, ordinaire. parce que votre avocat sera parfois très content d'avoir cette aide à côté, c'est un bon bréviaire, quoi. Et, Mm. et je voulais vous dire aussi autre chose, c'est que cet ouvrage a été au départ fait parce que c'était une consultation que j'ai fait en tant que prof, en tant qu'universitaire, donc à titre objectif, pour un contentieux qui est en cours devant la Cour européenne des droits de l'homme, un contentieux connu, mais je ne vais pas le citer, hein, mais un contentieux en cours sur une affaire d'un turbocancer qui n'a pas été forcément reconnu par les tribunaux internes du fait d'un problème de lien de causalité. Et en fait, on a bien veillé à invoquer la CEDH, on a pris le délai de 3 mois, on a déposé, sauf que le recours devant la CEDH vous demande 20 pages. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de joindre au contentieux ce qu'on appelle un mémoire en amicus curiae, une étude objective universitaire, pour aider la Cour à se faire une idée sur ce contentieux au regard de l'article 6, paragraphe 1. Et donc j'ai transmis, et à ce moment-là, là depuis peut-être une semaine, j'ai appris que la Commission européenne, donc celle qui est chargée de filtrer les dossiers au regard de la recevabilité, vient d'admettre ce recours. Donc on a finalement bon espoir que les choses qui sont dites dans cet ouvrage et donc dans ce mémoire, puisqu'il a été transmis à la juridiction, soient utiles et intéressantes, enfin utiles, prospère tôt ou tard au contentieux devant la Cour européenne, dès lors qu'il y aura un avocat qui l'aura bien invoqué et bien démontré. Voilà. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, mais est-ce que c'est une première? Oui, c'est une première parce que pour l'instant, l'Ordre des médecins, alors qu'il contient énormément d'atteintes objectives à l'impartialité, à l'indépendance et à l'équité, n'a jamais été condamné. Mais je pense parce que ça a été mal invoqué, parce que les gens font très rapidement ou les gens n'y pensaient pas. C'était des contentieux. Moi, j'ai des contentieux qui sont remontés en CEDH des années 80, des années 90, notamment l'affaire Gubler, où là, vraiment, c'est là où ça a été le mieux invoqué, le mieux plaidé. Mais j'ai regardé, quand on regarde les détails de l'arrêt, c'est encore insuffisant. C'est encore insuffisant parce que les avocats n'ont peut-être pas envie de creuser cette question ou n'ont pas le En temps. tout cas, c'est une très très bonne nouvelle, ça. Il nous reste très peu de temps, Monsieur Grégory Houillon. Je voudrais qu'on aborde un petit peu la fin de votre livre sur les solutions, parce que Ouais. on fait le constat qu'il y a 5 éléments pour lesquels l'article 6 n'est pas toujours respecté. On le rappelle, hein, c'est l'accès au juge, c'est l'équité au procès, le délai raisonnable de jugement, l'indépendance de l'organe chargé du juger et l'impartialité de l'organe chargé du juger. On a parlé des conflits d'intérêts, entre autres. Mais donc, il y a des solutions. Est-ce qu'il peut pas avoir quand même des solutions déjà relativement rapides à mettre en œuvre pour pouvoir se mettre en conformité avec cet article 6, paragraphe 1? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des réformes de fond à mener?
Oui, il y a une réforme de fond, idéalement par la loi, donc ça, c'est vraiment il faut convaincre le législateur. Je vais en parler dans 2 minutes, mais juste avant, si vous me permettez, j'aurais voulu prendre une ou 2 minutes pour expliquer quand même aux lecteurs, enfin aux futurs lecteurs ou en tout cas à l'auditeur qui serait intéressé, la question de qu'est-ce qu'on entend par indépendance et impartialité puisque les 2 se ressemblent? Est-ce que vous me le Allons-y. permettez? Alors, sur l'indépendance, d'abord, parce que c'est quand même les 2 points les plus importants du livre, hein, la question de l'indépendance. Euh, alors, la question de l'indépendance, en gros, c'est un concept qui est typique de la CEDH. C'est 4 éléments, l'indépendance. C'est en gros le mode de désignation des juges. On va regarder comment on nomme les juges. On va regarder à la durée de leur mandat. On va regarder l'existence d'une protection contre les pressions extérieures. Et c'est surtout sur ça que j'ai travaillé, puisque les conflits d'intérêts sont potentiellement une manière pour certaines entreprises ou pour certains intérêts de capter les juges au Conseil de l'ordre. C'est de la captation d'intérêts. Et puis le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance, c'est-à-dire que parfois les gens enfin, sur certains conflits d'intérêts, peuvent donner l'impression qu'ils ne pourront pas juger correctement. Et donc ça s'attaque aussi. C'est un point que je peux développer, mais qui prendrait longtemps. Donc ça, c'est l'indépendance. Et alors l'impartialité, ça touche plus, non pas à l'organe, mais au juge. Et donc là, qu'est-ce qu'on a alors j'ai fait énormément de pages sur l'indépendance et l'apparence d'indépendance. Notamment, on regarde, il y a plein de problèmes. Il y a la dualité des fonctions qui pose problème. Il y a les conflits d'intérêts des assesseurs. Il y a la dualité des fonctions, puisque vous savez que les mêmes sont à l'ordre des médecins et à la juridiction disciplinaire, ce qui là pose un très très gros problème. Et je pense que tôt ou tard, on se fera condamner, parce que ça, c'est gros, c'est trop visible. Enfin, il y a une vraie erreur manifeste. Et alors, sur l'impartialité du tribunal, il y a 2 aspects. Ça peut ressembler à l'indépendance, mais l'impartialité, c'est tout simplement l'absence de préjugés du juge, l'absence de parti pris. Et donc là, il y a différentes manières pour l'apprécier, mais globalement, j'ai fait 2 parties. Une impartialité qui est subjective, c'est-à-dire le juge qui connaît une des parties, le juge qui a travaillé pour l'entreprise d'une des parties ou qui a des liens précis, c'est très fréquent. Il y a plein de cas cités, hein, plein de cas cités. Mais en même temps, il y a aussi plein de mesures qui ont été prises en France. On a essayé de se prémunir, mais ça n'empêche pas que les conflits d'intérêts sont incroyablement énormes. Ensuite, il y a aussi l'impartialité objective. Lorsque, par exemple, 3 membres du tribunal ont travaillé avec ont pris parti, ou ont, par exemple, statué sur... Il y a des cas, par exemple, typiques dans la dualité des fonctions qui touchent à l'impartialité. Regardez cet exemple. Vous avez des médecins du Conseil de l'ordre qui ont conseillé au titre de membres du Conseil de l'ordre un décret du ministre de la Santé ou qui ont conseillé leurs ARS au plan régional. Et ces mecs sont ensuite mis dans la juridiction disciplinaire pour juger d'un contentieux où va être appliqué cet acte administratif. Ou qui ont conseillé à titre informel des parlementaires ou un certain nombre de gens sur des questions purement médicales et techniques. Donc il y a de l'expertise. L'impartialité est complètement bafouée. Là, comment voulez-vous qu'on ait confiance, que le justiciable ait confiance dans ce tribunal? Ça n'est pas possible. Et la France s'est faite aussi de multiples fois condamner pour ces questions. Il y a les arrêts Lormigne, il y a plein d'arrêts que je cite. Il y a tout un catalogue d'arrêts sur cette question. Alors, des mesures ont été prises, évidemment, mais là encore, l'ordre des médecins, c'est une juridiction administrative spéciale avec un fonctionnement très, très spécifique et il n'a pas été intégré dans les réformes. Donc maintenant, pour répondre à votre question, euh, alors, est-ce que vous me permettez aussi un tout petit point sur les délais? Parce que pour vous montrer, j'avais utilisé c'est vraiment 30 secondes. Sur les délais, j'avais utilisé 2 arrêts de la CEDH qui peut-être intéresseront vos auditeurs. C'est l'arrêt Diennet et l'arrêt Gubler, très connu puisque c'était le médecin de François Mitterrand. Dans l'arrêt Diennet, j'avais retrouvé, j'avais retrouvé 54 mois de procédure, je crois, parce qu'il y avait eu 2 recours en cassation. C'était assez incroyable. Voilà, Diennet contre France. Alors, ce n'est pas représentatif d'une moyenne parce que c'est un contentieux qui a été très très long pour l'ordre des médecins sur l'histoire, vous savez, des SOS médecins. Mais elle permet de se faire un avis sur le temps pris par une procédure complexe qui inclut 2 recours en cassation et un renvoi. On a 5 ans et demi, excusez-moi, je me suis trompé, 67 mois de procédure. Voilà. De la plainte en 1984 au second pourvoi contre la décision,
contre la Chambre nationale en 90. Il y a un deuxième arrêt qui est l'arrêt Gautrin contre France aussi, qui peut être intéressant, 1998, où là, c'était une affaire très simple. Et donc, le pourvoi en cassation n'a pas été exercé. Donc, on a eu une idée du délai, du coup, 39 mois, soit un peu plus de 3 ans. Alors que dans ce délai, en 9 mois, on aurait pu. Enfin, 9 mois ont permis à la Chambre disciplinaire en première instance de statuer. Bon, normalement, aujourd'hui, le délai officiel, c'est 6 mois. Alors, c'est pour montrer à quel point les délais sont incroyablement excessifs, quoi. Donc voilà. Donc pour revenir maintenant sur les réformes possibles, qu'est-ce qui a été fait? Alors il y a régulièrement des réformes, hein, parce que la France a des vrais problèmes avec l'article 6.1. Et un certain nombre de lois, notamment dans les années 2000, ont été prises suite à des condamnations. J'ai parlé tout à l'heure de l'affaire Didier, hein, en 2000 du Conseil d'État. Elle a amené énormément de réformes. Énormément de réformes. Le Conseil d'État a condamné l'État. Et à partir de là, le législateur est intervenu et a décidé de séparer poursuite, instruction, jugement. Mais on a réformé à l'époque les autorités administratives indépendantes, en considérant qu'elles appliquaient aussi l'article 6.1. Seulement, ce sont des autorités administratives, pas des juridictions administratives spéciales. Ça n'a rien à voir. Enfin, pas des juges. Mais on a estimé qu'au regard du droit européen, elles se comportaient comme si c'était des juges, et donc on va leur appliquer les règles comme si c'était des juges. Donc, elles ont été réformées. On a séparé poursuite, instruction, jugement. On a interdit au rapporteur d'avoir voix délibérative. Le rapporteur ne peut plus aller au délibéré sous peine de nullité de la procédure. On a pris plein d'éléments comme ça. On a encadré aussi l'autosaisine de ces organismes, sachant que devant l'ordre des médecins se pose une question avec le conseil départemental. Le conseil départemental, lui, peut s'autosaisir pour déclencher un contentieux, que ce soit contre un médecin, mais aussi avec un patient. Et donc cette autosaisine-là, elle doit être encadrée. Et là aussi, se posent des problèmes au regard de l'article 6.1, parce que l'ordre des médecins a tendance un petit peu trop souvent à s'autosaisir. Et dans cette autosaisine, désormais, la règle, c'est que c'est une procédure précontentieuse, et donc il faut que l'acte d'autosaisine ne préjuge pas de la décision. Il ne faut pas que la personne ait l'impression qu'elle est déjà condamnée. C'est même pas la peine de se défendre, c'est plié. Vous voyez ? Parce que dans ces cas-là, c'est mort. La personne, il y a un vrai problème de confiance dans la juridiction que recherche l'article 6.1. Hein. L'article 6.1 vise à ce que les justiciables en Europe aient confiance dans leur juge, ni plus ni moins. C'est tout simplement la confiance dans le juge dans une société démocratique qui est en jeu. Et donc, dans l'état de droit, si les gens n'ont plus confiance dans l'état de droit, on tombe dans l'anarchie. On est dans l'état de nature. Hein, ça devient, l'homme est un loup pour l'homme. Et finalement, il n'y a plus de tiers départiteurs pour assurer l'ordre public, au fond. Donc voilà. Donc effectivement, énormément de réformes ont été faites, mais cette autosaisine pose problème au niveau, par exemple, de la chambre des chambres départementales. Et ça, j'en ai fait 4 ou 5 pages parce qu'il y a à dire. Voilà. Alors ça, c'est pour les réformes. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce qu'on peut peut-être conclure Juste là-dessus. avant qu'on voit ce qu'on pourrait faire, Monsieur Houillon, Oui. vous parlez d'état de droit et qu'on ne peut pas faire autrement quand on est dans un état de droit. Or, si on dépasse le cadre de la santé, beaucoup de personnes qui connaissent bien le droit et qui l'étudient en profondeur, je pense notamment à Valérie Bugeaud, nous dit Oui. depuis plusieurs années que nous ne sommes plus en état de droit. Alors, qu'est-ce qui Oui. empêcherait les juridictions ordinales de continuer dans cette lancée-là s'ils considèrent eux-mêmes qu'ils seront tranquilles parce que finalement, le droit, on a le droit de s'asseoir dessus puisque la société politique entière s'assied dessus. Alors là, je vais vous faire une réponse peut-être un peu bête, mais à partir du moment où le poisson pourrit par la tête, toute la société derrière s'effondre. Et là, on est plus dans de la collapsologie ou dans des théories de l'effondrement, notamment de l'effondrement moral, puisqu'on est sur des questions juridiques, qu'à partir du moment où non seulement on ne peut plus avoir confiance dans les juridictions, et où on ne peut plus avoir confiance dans la règle de droit, effectivement, on n'est plus dans un état de droit. Et aujourd'hui, Valérie Bugeaud, j'en ai beaucoup parlé avec elle, je suis d'accord avec son point de vue, je le suis, puisqu'elle a des arguments extrêmement intéressants sur cette question, et elle a d'ailleurs terriblement raison. À partir du moment où on n'a plus confiance à la règle de droit, on est dans une anarchie. C'est-à-dire que le droit ne s'applique plus, et donc l'homme, enfin, comme je vous dis, on tombe dans tout le système s'effondre. Et aujourd'hui, on est sur un moment très ténu de tout cela, parce que le système s'effondre, parce que en haut,
un certain nombre, notamment le personnel politique, par exemple, notamment, je veux dire, qui sont devant les juridictions, arrivent à y échapper. Dès lors que vous créez une juridiction d'exception, qu'on appelle la Cour de justice de la République, qui trouve à chaque fois une super occasion de ne pas appliquer la règle de droit aux personnes condamnables, aux prévenus, aux anciens ministres, par exemple en disant vous allez être condamné, mais on va vous dispenser de peine, faire du sang contaminé, faire du foie Hervé. Ou alors, pour l'affaire du garde des Sceaux récemment, sur sa prise illégale d'intérêt, article 432-12 du Code pénal, on va, OK, on pourrait vous condamner, mais regardons les éléments constitutifs de l'infraction. OK, il y a l'élément matériel, l'infraction est vraiment présente factuellement, l'élément légal, oui, il y a un texte pour condamner, mais on n'est pas sûr de ce qu'il a voulu vraiment ou pas. Donc on a un doute sur l'élément intentionnel. S'il manque l'élément intentionnel, on ne peut pas condamner, vous comprenez bien. Donc effectivement, les requérants ont été déboutés de leur plainte contre M. Dupond-Moretti. Et les gens se demandent petit à petit si cette juridiction n'est pas là pour protéger un petit peu le personnel politique. Tout comme un président de la République qui est responsable politiquement, qui va disposer d'une immunité pénale absolue. C'est compliqué. Donc cette immunité pénale fait que la responsabilité politique et pénale va décliner sur le Premier ministre et les ministres, sur le reste de l'exécutif. Mais à partir de là, ils ont une juridiction pour les protéger, qui est la Cour de justice de la République, que pourtant M. Macron proposait de supprimer en 2017 et dont il s'est rendu compte qu'elle lui était tellement utile qu'il s'en abstient maintenant, et il devient très discret sur la question. Mais effectivement, il y a un réel problème d'état de droit. Je suis d'accord avec Valérie Bugeaud. Alors maintenant, si on essaie, on va se dire qu'on est encore dans un état de droit, on va rêver un petit peu. Et On est donc, aux on va limites. chercher à voir ensemble des propositions utiles pour que le Conseil de l'ordre, donc les juridictions disciplinaires ordinales, puissent ne pas être condamnées par la CEDH. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer de faire comme réforme? Alors à la fin, page 193, pour ceux qui auront le livre, je donne une espèce de liste de tout ce qu'il faut faire avec des tirets. Il faut faire ça, 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 ça. Donc il y a une liste de courses. Donc, ceux qui ont la manie de la taxinomie et des listings, c'est l'ivresse des listes. Certains, notamment députés, adorent faire des listes dans leur façon de rédiger les lois. Donc je l'avais dit dans un de mes précédents bouquins, l'ivresse des listes du législateur. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est que le problème de l'ordre aujourd'hui, c'est qu'il a un contentieux, il y a quelque chose qui ne colle pas dans son contentieux. Je m'explique. Il y a un adage qui dit la juridiction compétente dépend de la nature du litige. Enfin, c'est de la nature du litige que va venir déterminer la juridiction compétente. Or là, on a un litige qui est un litige entre des médecins patients, des personnes privées, un litige qui ressort du disciplinaire, d'actes qui sont accomplis, pas forcément dans des milieux publics, qui ne touchent pas à la décision publique, qui n'ont pas de rapport à la fonction publique, ni à l'État, ni à une collectivité territoriale, puisque c'est le travail des médecins. Surtout, les trois quarts, c'est les médecins libéraux qui sont majoritairement devant le Conseil de l'ordre. Et donc, en quoi ce contentieux est un contentieux administratif? En quoi ce contentieux est de nature administrative et donc doit relever de la juridiction administrative? Or, en France, on a ce qu'on appelle, c'est notre culture française, on a interprété la séparation des pouvoirs comme ça. Les révolutionnaires ont pris la loi des 16 et 24 août 1790 et ensuite ont pris le décret du 16 Fructidor en 3 pour en gros faire une dualité. C'est-à-dire que la séparation des pouvoirs en France se voit au niveau des juridictions par deux ordres juridictionnels, l'ordre administratif, donc la juridiction administrative avec sa tête le Conseil d'État, et l'ordre judiciaire. Celui-là, on le connaît, donc c'est tous les autres juridictions qui jugent des conflits privés, en fait, pour être très simple. Le juge judiciaire, donc le pénal, le civil, tous les baux ruraux, le commercial, etc. Et donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là, parce que, bon, ça, c'est l'exception culturelle française, on ne le retrouvera pas dans les pays anglo-saxons, qui, eux, jugent au global. Ils ont une Cour suprême, les Américains, qui jugent contentieux public comme privé, judiciaire comme administratif. Ils ne connaissent pas la spécificité de contentieux administratif, puisque le contentieux administratif, c'est le contentieux où l'État est parti, parce qu'on a toujours estimé en France qu'on ne pouvait pas juger la chose publique comme la chose privée, parce qu'elle était d'une nature, d'une essence distincte. Alors ça, voilà, les anglo-saxons, eux, ce n'est pas leur cas. L'intérêt général, finalement, c'est l'ensemble des intérêts particuliers. Nous, l'intérêt général est au-dessus des intérêts particuliers, on ne doit pas lui mettre le même juge. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, l'ordre des médecins relève donc la juridiction de première instance et ensuite la juridiction régionale et interrégionale relève du Conseil d'État. Et il s'avère que, tant qu'elle relève du Conseil d'État, le Conseil d'État a une certaine doctrine sur sa jurisprudence.
Sauf que, vous allez le voir dans l'ouvrage, j'analyse notamment que le recours en cassation devant le Conseil d'État est contesté par un certain nombre d'arrêts, en tout cas au niveau de l'ordre des médecins, est contesté par la CEDH, notamment parce que la CEDH estime que le recours en cassation n'est pas satisfaisant. Et quand vous utilisez les ouvrages des pères fondateurs du droit administratif, dont notamment René Chaput estime que le Conseil d'État, parfois, est très léger et peut intégrer des faits dans l'analyse qu'il a, qui doit être normalement une analyse uniquement juridique du recours en cassation. Le recours en cassation ne se fait que sur des points de droit. Les éléments de fait ne peuvent plus être invoqués. Les éléments de fait restent à l'appréciation souveraine des juges du fond. Donc à partir de là, on a des doutes aussi sur l'analyse du Conseil d'État au plan juridique, sur le fait qu'il parfois, il estime que certains éléments de fait sont en fait du droit. Et je cite des cas très précis dans le livre, qui sont des cas que j'ai été chercher chez René Chaput, ni plus ni moins, donc, qui est un grand professeur de droit, qui est aujourd'hui décédé, mais qui a écrit un ouvrage fondateur pour tout praticien du droit administratif et qui est aussi utilisé par les membres du Conseil d'État, un très grand universitaire. Et en fait, ça permet d'analyser les choses et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avant toute chose? C'est de se dire, puisque l'ordre des avocats a été mis, et il fonctionne exactement pareil en termes d'organisation et de fonctionnement, a été transféré à la Cour de cassation, donc au juge judiciaire, pourquoi ne pas faire pareil avec tous les ordres professionnels et a priori l'ordre des médecins? Il n'y a pas de raison. Et ça fonctionne exactement pareil. Et c'est la réforme qu'a fait M. Dupond-Moretti, on en parlait tout à l'heure, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, quand il a transféré l'ordre des avocats. Il y a une réforme en 2021, une loi de 2021, où l'ordre des avocats a été transféré à la juridiction du... Alors certains juristes diraient oui, mais non, c'est pas possible. Si on analyse la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 87 sur le Conseil de la concurrence à propos de la dualité des ordres, il est tout à fait possible, lorsqu'on a un ordre principalement intéressé, de regrouper le contentieux au sein d'une juridiction, enfin d'un ordre juridictionnel précis. Parce que certains pourraient estimer que ce n'est pas le cas. Le Conseil constitutionnel le permet, puisque j'ai analysé la décision du Conseil constitutionnel dans l'ouvrage. Donc là, on est au niveau constitutionnel, puisque c'est vraiment la dualité française de juridiction, qui est issue de la Révolution française. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on peut tout à fait le transférer. Et si on le transfère, on aura peut-être un autre type de recours aux cassations. On aura des juges de la Cour de cassation, donc des juges judiciaires, beaucoup plus roués à ces contentieux-là. Et évidemment, ça va de pair avec une réforme de la juridiction de l'ordre des médecins, en y intégrant peut-être un peu plus de juristes de métier et de spécialistes du droit médical. Voilà. C'est très bien qu'il y ait des médecins, il ne faut surtout pas les enlever, mais il faut, un peu comme le contentieux commercial ou un peu comme le contentieux en droit du travail, c'est à parité avec des employés et des employeurs. C'est à parité avec des entrepreneurs, des commerçants, des entrepreneurs et et des juges de métier. Donc, à un moment, il faut pouvoir garantir une certaine... Ça permettrait de renforcer l'équité et toute l'organisation, l'indépendance du tribunal aussi. Vous voyez. Donc, ça, c'est une réforme à faire, je pense. Alors après, je propose plein d'autres choses dans l'ouvrage. Il y a une petite page à la fin qui résume tout ça. Il y a à peu près une dizaine de propositions. D'abord, je propose donc de transférer le contentieux disciplinaire, puisque ça, c'est une nécessité, je viens d'en parler. Oui. Ensuite, donc juridictionnaliser davantage l'organe, tout simplement, c'est-à-dire le professionnaliser. C'est-à-dire en faire un organe, c'est une juridiction. On ne peut pas, dans une juridiction, avoir une majorité de membres qui ne sont pas magistrats. Il en faut au moins la moitié, je pense, parce que ça crée des risques. Voilà. Même si on a fait ensuite des lois anti-cadeaux, des trucs comme ça, à chaque fois, tout ça se contourne très, très facilement. Deuxième point, garantir un recours de pleine juridiction pour le recours en cassation. C'est-à-dire que ça, c'est parce que la CEDH le demande et que c'est quelque chose qui manque en France. Je renvoie au livre, ceux qui veulent des détails techniques sur cette question du recours de pleine juridiction pour le recours en cassation, puisque dans la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est admis, mais on estime que voilà, ce n'est pas tout à fait le cas pour le Conseil d'État. Dans le cadre de l'autosaisine du Conseil départemental, eh bien, il faut imposer des obligations à l'acte d'autosaisine. Donc ça, c'est une réforme qui peut se faire très facilement par la loi et le décret. Enfin, ce sera la loi parce que là, on a une juridiction administrative spéciale, donc elle relève de la loi au sens de la Constitution. Donc, c'est relève de l'article 68 de la Constitution. Donc, imposer à l'acte d'autosaisine l'obligation pour le Conseil de préciser l'origine des sources, des griefs,
et de prendre des précautions dans la rédaction. Par exemple, écrire au conditionnel, enfin donner l'impression que le contentieux de la personne n'est pas d'ores et déjà jugé. Voilà. Sachant qu'on est dans une phase précontentieuse, donc on n'est même pas devant un juge officiel. Ensuite, ouvrir la juridiction à des représentants ou à des associations de patients. Je pense que ça, c'est important pour ne Oui, oui, serait-ce que j'allais dire très intéressant. voilà, pour des questions de. J'imagine que vous l'aviez noté dans votre lecture, Oui, ça. absolument. Tout simplement parce que ça limite la partialité. Hein. Et il y a une vraie. Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai relevé tout l'ouvrage, c'est la singularité du milieu, la singularité de ce secteur qui est le secteur médical, où effectivement on juge, mais ça implique non seulement une vraie expertise médicale, mais aussi une vraie connaissance du droit, parce que ça devient un contentieux extrêmement technique, vraiment au plan juridique. Parce qu'il y a un droit qui est foisonnant sur la question. Le code de la santé publique est incroyablement énorme. J'ai moi-même parfois du mal à tout comprendre, il faut que je m'y reprenne à 2 fois pour le lire. Alors j'imagine un médecin dont ça n'est pas le métier. Sans vouloir cloisonner, mais chacun son métier. Et il est important aussi de faire discuter les médecins et les juristes au sein de la juridiction de l'ordre des médecins. Je pense que ça l'assainirait et ça rassurerait aussi tout le monde en termes de confiance dans une société démocratique. Alors après, je propose aussi de confier au rapporteur un pouvoir d'investigation, mais à charge et à décharge. C'est-à-dire de le mentionner comme un juge d'instruction, puisqu'il est chargé de rapporter l'affaire. Euh, Clarifier l'obligation d'information de la juridiction en informant les parties de la possibilité de récuser un ou plusieurs membres. Beaucoup ne le savent pas, c'est pas dans la culture ça. Alors on y pense en droit pénal quand on a un jury devant la cour d'assises, mais devant l'ordre des médecins, on ne se dit pas, tiens, ce juge-là, moi j'estime qu'il n'est pas apte à me juger parce qu'il a travaillé 3 fois avec l'organisme dont moi j'ai refusé la prescription du médicament. Vous voyez. Ensuite, je propose de permettre à la juridiction ordinale de rendre les décisions au nom du peuple français, comme toutes les autres juridictions en France, puisque depuis la loi du 24 mai 1872, nous avons la justice déléguée. Ça n'est plus l'empereur qui rend la justice, mais elle est rendue au nom du peuple français. Et donc, vous avez en haut de toutes les décisions de justice au nom du peuple français. Eh bien, il serait important que c'est une juridiction. Pourquoi déroge-t-elle à cette justice déléguée? Et donc, il faut appliquer la justice déléguée à la juridiction ordinale, puisque c'est une juridiction administrative spéciale qu'elle assume sa qualification juridique. Alors ensuite, élargir par la loi le périmètre des déclarations d'intérêt, notamment au contrat de recherche, parce que tout n'est pas toujours déclaré hein, dans Transparence Santé, il y a des fois des trucs qu'on ne voit pas passer, et donc il y a un vrai problème de transparence. La transparence n'est pas encore totale, donc notamment au contrat de recherche, au lien indirect que pourrait avoir un médecin ou un chercheur avec une industrie, afin de parvenir à un seuil de transparence acceptable et un seuil de transparence qui ne soit pas biaisé. Et ça permettrait de mettre les gens en confiance, les justiciables en confiance du Conseil de l'ordre avec tous les litiges qu'ils ont avec l'ordre. Voilà. Donc on aurait l'intégralité des liens d'intérêt des médecins, parce qu'ils déclarent certains conflits d'intérêts, mais pas tous leurs liens. Il y a des fois des choses, des recherches un peu ténues, qu'on estime objectives, il n'y a pas forcément de lien immédiat avec telle société, et puis en fait, si, il y en a. Neuvième point, pour des raisons de transparence, d'accessibilité et d'intelligibilité du droit, rendre disponibles les arrêts. Parce que ça aussi, il y a un vrai problème. Certains avocats en font la demande, mais doivent en faire la demande explicite. J'ai moi-même eu quelques avocats qui m'ont demandé, mais je n'ai pas les arrêts, comment faire? Et effectivement, quand un arrêt est rendu et qui condamne un médecin ou un professeur de médecine ou quelqu'un, il faut pouvoir se procurer cet arrêt, l'arrêt de la chambre disciplinaire. Parce qu'on peut, le Conseil d'État, c'est sur legifrance.gouv.fr. Mais les arrêts des chambres disciplinaires, ils sont inaccessibles. Sauf comment voulez-vous qu'on consulte la jurisprudence et que le droit soit accessible si on ne peut pas avoir accès à ces arrêts, à les lire? Donc même les avocats sont embêtés parce qu'ils doivent aller les demander à l'ordre. Alors l'ordre les donne, mais il faut aller les demander. Alors que normalement, tout ça est disponible sur Internet. Il y a des sites qui permettent d'avoir accès à la jurisprudence et aux avocats de travailler. Parce qu'avec cette jurisprudence, nous, on dégage des lignes de jurisprudence, des tendances sur les condamnations de médecins, et on comprend quelle est la doctrine de la juridiction ordinale. Or là, c'est pas très transparent, ça. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'un autre âge. Il faudrait vraiment qu'elle se réforme là-dessus. Parce qu'évidemment, derrière, il y a un problème aussi de publicité des décisions. Alors ensuite, je crois que j'ai tout donné. Voilà. Ouais, C'est j'ai deux questions. un peu ce que je propose. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que ça ne concerne que la France ou est-ce que ça peut être en parallèle avec d'autres pays, notamment je pense à des pays qui ont des juridictions ordinales quasiment similaires comme la Belgique?
Oui. Bah, au départ, il était question un petit peu de le faire pour la Belgique, mais il y a quand même quelques éléments qui sont typiquement français. Je vais essayer de vous retrouver, voilà. Je vais essayer de vous retrouver. Effectivement, par exemple, l'arrêt Koenig contre Allemagne que j'ai beaucoup de 1978 de la Cour européenne que j'ai beaucoup analysé euh, sur le alors le Landesarztkammer, qui est en fait l'ordre régional allemand des médecins. Donc voilà, de temps en temps, évidemment, ce qui est décidé par la Cour européenne des droits de l'homme s'applique à tous les États parties, hein, évidemment, et vaut pour toutes les juridictions. Donc évidemment, la juridiction belge. Et puis, il y a eu des affaires très, très, très connues sur, là, je vais peut-être vous donner les noms, parce que je ne retiens pas tout par cœur, mais notamment, j'ai fait une liste de tous les critiques qui ont été faites dans l'histoire sur l'ordre des médecins, vous savez, au tout début, dans les pages 20, 21, 22, et notamment, il y a eu les arrêts de Meyer, non, Lecomte, Van Leuven et de Meyer contre Belgique, et les arrêts Albert et Lecomte contre Belgique, dans les années, 60, dans les années 79-80. Et donc, ces arrêts-là, évidemment, c'est des arrêts qui concernent l'ordre des médecins belges. Tout comme tout à l'heure, je vous parlais de l'ordre des médecins allemands. Donc, évidemment, ça se transpose, mais globalement, j'ai aussi utilisé la jurisprudence interne, puisqu'il faut rappeler quand même une base, c'est que c'est devant le juge interne, avant toute chose, qu'il faut faire appliquer la CEDH. Le juge qui applique la Convention européenne des droits de l'homme, c'est d'abord le juge interne, c'est d'abord le conseil régional, enfin la juridiction régionale de l'ordre des médecins disciplinaire et la juridiction nationale, et évidemment après le Conseil d'État. Mais c'est le juge interne, tout comme tout autre tribunal, puisque ce sont des tribunaux. C'est pas la CEDH elle-même qui va commencer à tout de suite arriver avec l'article 6.1. Cet article 6.1 s'applique très en amont et dès le début de la procédure. Et doit être respecté dès le début de la procédure. Alors évidemment, les médecins qui sont au Conseil de l'ordre ne sont pas versés là-dedans. Pour eux, là-bas, ils vont aller regarder le code de la santé publique et ça va s'arrêter au code de la santé publique qui prévoit une procédure et qui est censé respecter l'article 6.1. Donc ils se sentent couverts. Mais il s'avère qu'à l'analyse, ça n'est absolument pas le cas. Je lui dis, le Alors, rapporteur va parfois au délibéré, parfois pas. Le rapport est parfois une transmis, question. parfois pas. Comme les conseils ordinaux sont des organismes privés mais ayant une fonction publique, Oui, oui, première bah ça chose, c'est qu'est-ce que... c'est l'arrêt Bougen de 1943, oui, Bougen, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un organe Alors, administratif privé avec mission de service public, effectivement. Mais à alors, ce que je veux l'intérieur, il dire, y a une juridiction qui est un vrai tribunal, comme l'est le tribunal de première instance, comme le sont les tribunaux judiciaires, quoi, comme le sont les tribunaux administratifs, le Conseil d'État, etc. donc ma question là-dessous, c'est qu'est-ce que risquent les conseils ordinaux, les chambres disciplinaires ordinales en cas de condamnation par la CEDH? Et deuxièmement, qu'est-ce que risque également la France dans ce cas-là? Parce que la France se mouille avec ses décisions ordinales. Alors, euh, on n'est pas sur des risques avec des gens qui vont aller en prison, hein, très clair, c'est un autre type de contentieux. Mais en D'accord? gros, une condamnation par la CEDH de la France pour, enfin, pour défaut d'impartialité, défaut d'indépendance ou défaut d'équité, peu importe, hein, il suffit d'un seul, hein, ou délai déraisonnable de jugement de sa juridiction ordinale des médecins. Bon, déjà, ce serait une déflagration, mais alors qu'est-ce qui se passerait? Le législateur serait un petit peu condamné à intervenir. Et il faudrait faire une réforme. Alors, soit on fait une réforme à minima au regard de l'arrêt, soit on utilise mon analyse, qui est une analyse lato sensu. Il y a plusieurs façons de voir, hein. On peut faire une analyse stricto sensu aussi et se dire, on a été condamné sur ce point-là et ce point-là, on réforme uniquement ces 3 points par une loi, on fait un petit amendement, un cavalier législatif qu'on balance dans une loi de simplification du droit, et tac badaboum. Souvent, c'est ce que fait le législateur, ou dans une loi portant diverses dispositions d'ordre financier, technique et social. Pourquoi pas? Ça, c'est des techniques. Ça Mais s'appelle des rustines sur des chambres à air multitrouées. exactement, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est la meilleure image qu'on puisse utiliser. Je vous remercie. Et donc effectivement, rustine sur chambre à air, ce que fait régulièrement le législateur, parce qu'il est parfois aussi sous l'eau et qu'il y a énormément de réformes, et que parfois, politiquement, il n'est pas bon de faire remonter ça aussi, une condamnation par la France de la CEDH. C'est jamais très bon. Donc parfois, CNews et BFM TV n'en parleront même pas. Donc voilà. Et alors, ensuite, effectivement, au niveau de l'ordre des médecins, rien. Ils ne risquent rien. Simplement, à un moment, ils sont condamnés à attendre une réforme de leur fonctionnement.
mais tant qu'il fonctionne comme ça. Donc moi, ce que j'incite, c'est chaque avocat ou chaque plaignant qui est devant le conseil enfin chaque médecin qui est devant le conseil de l'ordre et qui est accusé et qui se sent accusé à tort, de défendre son affaire dans un premier temps, mais ensuite aussi de dire je ne reconnais pas cette juridiction au regard des standards de l'article 6, paragraphe 1, et je pense qu'ils méconnaissent l'article 6, paragraphe 1 pour telle raison, et de développer ça autant qu'ils développent le fait qu'on les accuse de s'être trompés dans l'administration d'une substance ou d'un médicament ou de la façon dont ils ont soigné le patient qui se plaint. Non seulement à chaque avocat, à chaque médecin, mais aussi chaque plaignant. Ça peut être Oui, des patients, des victimes de exactement. décisions médicales. Exactement, le plaignant qui se plaint d'un médecin. Oui, toute partie au contentieux devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre des médecins, parce que c'est comme ça que l'ordre des médecins va comprendre qu'il y a un problème, et c'est comme ça qu'eux pourront ensuite remonter à la CEDH une fois qu'en cassation, ils se sont fait débouter par le Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État, pour l'instant, est assez persuadé que globalement, tout ça est invoqué à tort, que ces arguments sont largement abusifs, et qu'au fond, on respecte globalement les standards du procès et que nous sommes dans un état de droit, qu'il n'y a pas lieu de le discuter. D'accord, très bien. Merci Grégory Houillon. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, que vous avez écrit ce livre sur la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins face aux exigences du procès équitable imposées par l'article 6, paragraphe 1 de la Cour européenne des droits de l'homme, en auto-édition. Il est disponible comment? Alors, bah, il est disponible sur Amazon. Il suffit d'aller sur Amazon, de taper le nom Grégory Houillon, et puis bah, vous allez tomber dessus, vous allez reconnaître tout de suite l'image. Et puisque c'est une Cour européenne des droits de l'homme, un stéthoscope et une balance de la justice. Donc, on est dans du hautement symbolique, dans un triptyque de symboles très intéressant. Et effectivement, à partir de là, il coûte 20 euros. Il coûte le prix d'un livre normal, quoi. Mais vous verrez, il est très utile. Hein. C'est pas un livre pour le. Enfin, et il est court. Hein, il Oui, est court. Et j'ai essayé de le rendre le plus accessible possible, même si j'avoue qu'il est assez technique. Mais voilà, il y a à peu près 200 pages. Ouais, il y a 200 pages. c'est ça, 200 pages. Oui. 200 Je pages. Et confirme pour qu'il le est très coup, très ça sauvera utile votre contentieux. Si vous et que avez c'est peur absolument devant le nécessaire Conseil de de se le l'ordre, procurer si on a des ennuis avec les conseils ordinaux, quels qu'ils oui. soient, parce qu'il y a besoin, il y a matière à se défendre, et s'il faut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour Il y a faire une vraie valoir matière un à se contrat, défendre. il Hein. faut Je le l'ai faire. vraiment fait pour défendre les médecins. Et surtout, quand on est devant le Conseil de l'ordre tout d'un coup et qu'on reçoit une accusation devant le Conseil de l'ordre comme ça, on se retrouve un petit peu démuni et on peut prendre peur parce que les médecins, je vois moi les défenses des médecins, je fais beaucoup de contentieux devant le Conseil de l'ordre. Hein. C'est aussi pour ça que je m'y suis mis. Mais on voit la défense des médecins, parfois elle est un peu pâle, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont juste peur et qu'ils se défendent un petit peu sur ce qu'ils ont fait. Alors que parfois, il faut se défendre ailleurs et ils ne comprennent pas où veut aller le Conseil de l'ordre. Et là, euh, ça va vous permettre un petit peu de faire changer la peur de camp, de vous rassurer, de rassurer tout le monde sur le fait que parfois, voilà, l'erreur est partout, même dans un système que l'on considère comme parfait, on va y trouver des failles et parfois des failles énormes, hein, parce que les cas de conflit d'intérêts que j'utilise dans le livre pour l'équité, vous allez voir, c'est quand même du très lourd. Et malgré ça, l'État, tant qu'il n'est pas condamné par la CEDH, ne bougera pas. Il y a une espèce de vraie mauvaise foi. Donc, effectivement, ça peut rassurer, ça peut permettre d'aller plus serein devant son contentieux devant le Conseil de l'ordre, et puis peut-être aussi d'aller vers son avocat, ou de dialoguer avec son avocat en disant, tiens, mais dans ce livre, moi j'ai vu ça, est-ce qu'on ne pourrait pas l'invoquer, est-ce qu'on ne pourrait pas le développer un peu? Voilà. Merci beaucoup Grégory Houillon, un livre de forte utilité, n'hésitez pas à l'acheter, à vous le D'utilité procurer. publique. J'ai aucun lien d'intérêt là-dessus, mais je vous invite vraiment à le faire, C'est parce gentil. qu'il faut pouvoir se J'ai défendre, pas et se fait défendre dans ce énormément de droit, c'est vidéos, hein. nécessaire. J'ai pas fait, je crois qu'avec vous que j'en ai parlé, parce que je ne suis pas non plus attaché à en faire des ventes incommensurables, si vous voulez. Moi, je l'ai fait pour rendre service. Tant que ça sert à une personne et à un contentieux, ce qui est le cas en ce moment, ce sera très bien. Voilà, donc vraiment, je souhaite bonne chance à tous les médecins qui sont un peu inquiétés et qui peuvent avoir peur en ce moment. Voilà, c'est malheureusement pas si grave, mais quand on voit quand on voit cette espèce d'énorme rouleau compresseur de l'administration, tout ce formalisme excessif du Conseil de l'ordre, parce que c'est une juridiction et qu'elle doit être formelle, eh bien, on peut comprendre qu'à un moment, on se sente démuni. Si je peux aider à ce que vous vous sentez, soit en tant qu'avocat, soit en tant que médecin, soit en tant que partie, patient moins démuni, je crois que j'aurai accompli mon objectif.
Merci beaucoup. Et On merci à remerciera vous. également au passage ceux qui ont contribué à ce livre, notamment Jean-Luc Duhamel, et que vous avez cité en début Ah oui. d'ouvrage, et Maître Jean-Pierre Joseph, que nous saluons au passage. Ils ont été, déterminants, notamment, quant à mes premières réflexions, effectivement, notamment sur les rapports, science-médecine, parce que c'est, des expertises très complexes qu'il faut mettre en place entre le médecin, le scientifique, donc entre le point de vue des cliniciens, mais aussi le point de vue des universitaires et des chercheurs, avec ceux des juristes, puisque je vous disais tout à l'heure, les méthodes de pensée et d'analyse sont, très différentes et qu'il y a une vraie singularité de ce milieu médical, bah, puisqu'il est bardé de conflits d'intérêts, puisque tous les médecins travaillent avec des sociétés. Et ça, c'est très complexe pour les quitter. C'est une vraie singularité, ça, hein. C'est tout le problème de ce contentieux aussi, hein. Mais bon, j'aurais pu en parler des heures, donc je m'arrête là. On pourrait faire des émissions spéciales sur les conflits d'intérêts des médecins. On a passé 1 heure et demie d'émission, j'ai pas vu le temps passer, c'était passionnant. Je ne pensais pas qu'on dépasserait l'heure, mais c'est formidable. Merci beaucoup Grégory Houillon, et puis j'espère qu'on aura le plaisir d'une autre émission sur d'autres sujets de droit et santé ultérieurement. Merci Merci les Laurent. amis, n'hésitez pas à diffuser cette émission, et un grand merci à tous ceux qui ont activement participé dans le chat que nous avons vu défiler. On vous salue tous, on vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite une bonne soirée. La semaine prochaine, on va revoir notre ami Nicolas Blassel où on va parler de la vitamine D, et j'espère que Cédric Dupuche de Vital Holis sera également présent avec nous. J'attends sa réponse. On va répondre à toutes les questions que vous avez posées à Nicolas suite à l'émission d'il y a quelques semaines qui a fait un carton. Et vous avez beaucoup de questions sur la vitamine D. Il va tâcher d'y répondre. À très bientôt. Portez-vous bien. Au Lakers. Au revoir.